Bonjour à tous, bienvenue. Merci de participer à ce webinaire consacré au bilan carbone. Donc, on va chacun un peu se présenter, hein. Aurore Le Gouët, je suis consultante en énergie depuis 6 ans chez ECG. J'accompagne entreprises, collectivités sur tout ce qui va être optimisation des budgets énergétiques depuis maintenant 6 ans. Et je vais co-animer avec mon collègue Guillaume Benali et Lydia ce webinaire consacré au bilan carbone. Guillaume, à toi, juste à ton micro qui est coupé. À mon tour de me présenter, désolé pour le micro. Guillaume Benali, Energy Consulting, consultant senior chez ECG depuis 17 ans maintenant, avec des sujets aussi liés aux achats d'énergie, principalement pour des clients en France et en Europe. Et de plus en plus maintenant, depuis ces derniers mois, actif sur les questions de développement durable et notamment du bilan carbone. Bienvenue à tous. On a la chance d'avoir un certain nombre de clients qui sont connectés à ce webinaire, ainsi que de nouveaux contacts. Donc, on est ravis de vous avoir parmi nous. Je laisse Lydia se présenter à son tour. Merci. Oui, bonjour à tous, Lydia Taouedou, je fais partie du back-office pour le marché français et le marché international. Et aujourd'hui, c'est moi qui serai la modératrice des questions et réponses que vous trouvez sur votre droite dans le Q&A, donc questions et réponses. Je pourrai donc faire un bilan à la fin de ce webinaire de toutes les questions posées et les consultants y répondront à ce moment-là. Juste, du coup, Lydia, on passe sur la slide suivante et c'est toi qui te présentes encore sur la partie technique. Pardon. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Il faudra donc poser vos questions pendant le déroulé de la présentation. Ce sera traité à la fin du webinaire et à peu près au milieu de cette présentation, je vous enverrai un petit sondage, une question seulement et vous aurez le temps d'y répondre une petite minute et nous ferons le bilan des résultats également au moment des réponses aux questions que vous posez. Voilà, plus tard alors. Donc, je laisse la parole à Aurore. Merci, Lydia. Donc, juste quelques mots d'introduction à propos d'ECG. Donc, ECG a été fondé en 1986, issu de la Badische Stahlwerke, donc la BSV, l'aciérie électrique dans le port de Kiel. C'est pour ça que vous voyez à côté du logo ECG, c'est pas OECG, c'est bien cette bobine de fil d'acier qui est représentée là. On est devenu une référence sur ce qui est bureau de conseil indépendant sur les questions énergétiques en France, en Allemagne, et on a une reconnaissance aussi en Europe. Nos cœurs de métier, ça reste vraiment l'Allemagne et la France, plus de 2000 clients. On rayonne aussi en Europe pour nos clients français et allemands qui peuvent avoir besoin de nos conseils sur d'autres sites qu'ils peuvent avoir en Europe. Actuellement, on a une équipe qui est à peu près constituée de 45 collaborateurs, moitié consultants, moitié back-office. Et on va être actif sur tout ce qui va être industriel, monosite, multisite, PME, PMI, ou encore tout ce qui va être institution publique ou collectivité publique. Donc, si on va sur la slide suivante, là, on pourra voir quelques références que nous pouvons avoir chez ECG, que ce soit d'un côté, on va dire, industriel, avec des Messer, des Alstom, côté public, le Parlement européen ou encore le CIPEREC, ou tout ce qui va être PME, PMI, type Armor ou Charrier. Je sais que par exemple, là, on a Terega, que Madame Voulot est là. Je la salue bien. Et bien sûr, ceux que j'aurais pu oublier, mais on est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc, si on va voir sur la partie suivante, c'est un petit peu le scope d'intervention de CG. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà. Suivi de marché énergétique, tout ce qui va être partie achat, optimisation des coûts annexes, coût d'accès au réseau, de la taxation. Toute la partie qui va être aussi plus consacrée à tout ce qui va être efficacité, génie énergétique, donc ça va être sur de l'autoproduction, ou encore tout ce qui va être audit et système de management de l'énergie.
Et là, c'est vrai que désormais, on développe aussi un autre côté chez ECG, qui est cette partie développement durable, hein, dont a parlé un peu Guillaume, donc où on va retrouver PPA, les bilans carbone, ou encore, parce que pour certaines entreprises, il faut aussi, c'est tout ce qui va être achat quota CO2. Donc, sur la slide suivante, vous avez vraiment le détail un peu plus au niveau des prestations. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, ce n'est pas l'intérêt d'aujourd'hui. Vous allez avoir la présentation par mail à l'issue de ce webinaire. Donc, je vous propose qu'on passe rapidement là-dessus pour se concentrer vraiment sur l'enjeu d'aujourd'hui, donc à savoir la stratégie bas carbone, le bilan carbone. Donc, petit contexte réglementaire, hein, c'est toujours important et intéressant de savoir quels sont les objectifs, où est-ce qu'on en est, vers quoi on va. Donc c'est vrai que la politique climatique de la France, tout d'abord, on a eu cette loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui avait posé des premiers jalons et des premiers horizons à venir, à savoir, horizon 2030, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à nos émissions en 1990. Et à l'horizon 2050, on est sur un objectif de 75%. Juste petit focus, hein, parce que c'est vrai que là, c'est ce qui est dans la loi actuellement. Néanmoins, par rapport à ça, il faut savoir qu'en avril 2021, le Parlement européen a voté une nouvelle résolution qui passe ses objectifs de 40% à 55% d'ici 2030. Donc, bien évidemment que par rapport à ces objectifs européens, la France aura sa part à prendre dedans. Et donc, cette loi, elle va devoir être revue. Et ça, ce sera aussi l'objet, hein, via la stratégie nationale bas carbone, hein, qu'on a retrouvée dans la loi climat-énergie résilience qui a été votée en avril 2021 pour la stratégie nationale bas carbone. Il y avait déjà eu une première stratégie qui avait été votée. Et c'est vrai que là, il y a eu une révision depuis par rapport aux différents objectifs que Guillaume va vous présenter désormais. Guillaume, je te passe la parole. Très bien. Sur le slide suivant, donc on va voir les objectifs très ambitieux qui sont en lien avec cette réglementation. On part toujours en référence sur l'année 1990, on est environ à 550 millions de tonnes équivalent CO2 sur le départ, et avec un objectif à terme, donc d'ici 2050, de 80 millions de tonnes équivalent CO2, donc un objectif très ambitieux qui a été déroulé sur cette actualisation et qui sera encore actualisé quand on aura les 55% d'objectifs au niveau européen. Donc on aura certainement encore des objectifs encore plus ambitieux qui seront transcrits au niveau national. Mais déjà là, on voit que les différents budgets carbone qui ont été mis en place sont très ambitieux. Le premier budget carbone n'a même pas été respecté, hein. On a déjà eu un dépassement sur le premier budget carbone sur la période 2015-2019 et une adaptation du coup du deuxième budget carbone. En tout cas, on a ces objectifs qui sont déjà calés jusqu'à 2034 du coup pour le quatrième budget carbone. On a aujourd'hui une déclinaison de ces objectifs, et ça va vous intéresser parce qu'on a des représentants à peu près de chaque, je dirais, de chaque secteur dans les participants. Sur le slide suivant, on va voir cette déclinaison par secteur et par période entre les deuxième, troisième et quatrième budgets carbone, avec, je dirais, déjà un historique avant ce deuxième et troisième budget carbone, déjà un certain nombre d'actions qui ont été entreprises sur la partie industrie et énergie notamment, donc avec déjà des réductions significatives qui ont été lancées sur l'industrie déjà il y a plusieurs années, hein. Les premiers acteurs qui ont été obligés de faire un bilan carbone étaient les entreprises en France de plus de 500 personnes, qui ont donc déjà énormément travaillé sur le sujet, ainsi que la partie dispositif C2E, qui a aussi encouragé énormément à des investissements plus efficaces au niveau énergie notamment. Donc on voit ici quand même encore les gros chantiers, hein, de ce plan climat qui vont être sur le transport,
sur le bâtiment et sur l'agriculture. Ce sont les trois chantiers principaux, notamment le transport, qui a augmenté ses émissions ces dernières années, ou ces 15 et 20 dernières années, et qui est le sujet principal, surtout quand on voit, on le voit sur le slide suivant, qu'à terme, l'objectif pour le transport, là on est à 128 ou 100 millions de tonnes équivalent CO2, et l'objectif d'ici 2050, c'est d'avoir 5 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc de réduire presque ou d'annuler presque l'impact du transport au niveau national. À terme, ça c'est l'image de l'objectif 2050 de ce scénario, c'est d'avoir finalement l'industrie, le bâtiment, le transport à des niveaux très très faibles et d'avoir finalement uniquement les émissions qui vont être difficilement évitables, notamment celle de l'agriculture, où on va rester à une 50aine de millions de tonnes équivalent CO2. En tout cas, c'est l'objectif affiché. En parallèle aux réductions, on a la nécessité pour compenser et donc atteindre cette neutralité carbone à terme en 2050, la compensation, à savoir la création de captage de CO2, de puits de CO2, par le biais de forêts, de puits carbone, que ce soit des puits carbone naturels ou technologiques, notamment le captage du CO2, qui est une technologie en voie de développement, et qui doit être doublé d'ici 2050, voire plus. Donc ça, c'est le contexte global qui est présent. Et qui forcément va avoir un impact sur les entreprises et sur chaque acteur de chaque secteur dans les années à venir. Ça va se décliner et ça va avoir un impact. Alors pour l'instant en France, on n'a pas encore d'aspect obligatoire, hormis sur les entreprises de plus de 500 personnes, mais on pense que ça va arriver très rapidement dans le sens où dans d'autres pays notamment, on a déjà un aspect beaucoup plus contraignant qui vient, et notamment l'apparition de taxes carbone. Bon, elle est apparue en France, vous allez me dire, mais elle a été un peu balayée par la crise des Gilets jaunes et devrait pourtant réapparaître dans les prochaines années. Ça va clairement être un sujet et on a vu depuis le début de l'année notamment que le prix des certificats de CO2 a fait du x2 sur les derniers mois et du x10 sur les 2-3-4 dernières années. Donc on a vraiment un sujet qui se confirme depuis le début de l'année et qui va faire partie de notre quotidien dans les décennies à venir. Le slide suivant, Lydia, s'il te plaît. Voilà, alors pourquoi faire un bilan carbone? On a évoqué un peu le contexte réglementaire et entre autres, mais il y a énormément de raisons pour lesquelles aujourd'hui une organisation va vouloir ou devoir faire un bilan carbone. Parmi nos clients, ceux qui reviennent vers nous aujourd'hui en disant est-ce que vous savez faire, est-ce que vous pouvez nous aider, comment ça marche, on a surtout des clients ou des fournisseurs plutôt actifs dans l'automobile ou l'agroalimentaire. Et on voit que c'est deux domaines vraiment où les clients, donc les clients finaux, vont faire remonter des exigences que eux souhaitent afficher dans leurs produits. On le comprend bien au niveau automobile, on le comprend aussi au niveau agroalimentaire, et on pense qu'il y a d'autres secteurs qui vont arriver. Il y a des lettres qui sont envoyées par les clients à leurs fournisseurs et qui disent clairement merci de nous envoyer prochainement et de nous montrer patte blanche en termes de bilan carbone et d'actions que vous allez entreprendre pour atteindre une neutralité carbone d'ici 2030, ou en tout cas d'avoir des objectifs et d'entamer la démarche et le parcours bas carbone qui est nécessaire. C'est surtout à ce niveau-là que ça se passe. Alors on pense que prochainement il y aura d'autres impacts, notamment des liaisons avec des réductions de taxes sur la partie énergie ou d'autres sujets, d'autres carottes, on va dire, qui vont motiver et qui vont stimuler toute organisation en France qui n'est pas encore obligée sur la partie CO2, sur la partie bilan carbone, à démarrer ce parcours
et à au moins mettre en évidence ses émissions actuelles et des actions sur les prochaines années. Aurore, je te redonne la parole sur la stratégie et notamment les 4 étapes qu'on va voir sur le slide suivant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le biais du petit point d'interrogation que vous allez voir en haut à droite normalement de votre fenêtre. Et je vois qu'il y a des questions qui apparaissent déjà et qui vont être publiées. On vous répondra. Alors, je réponds rapidement à une première question. Bien évidemment, vous aurez les slides à l'issue de la présentation. Donc, on vous enverra bien évidemment tous ces éléments. Vous pouvez tout de même répondre, enfin, poser vos questions. En attendant, on y répondra à la fin de la session. Merci. Merci Guillaume. Alors, tout d'abord, voir un petit peu quelle stratégie on peut avoir d'un point de vue individuel. L'étape numéro 1, c'est d'avoir un peu un petit audit et de savoir où est-ce qu'on en est. Et pour ça, une des très bonnes solutions, en tout cas celle que nous on préconise, c'est vraiment de réaliser un bilan carbone pour mettre en évidence quelle est votre empreinte carbone. Alors il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités. Vous avez soit un bilan carbone qui va être fait plutôt sur l'entreprise. Donc, quelle empreinte carbone pour l'entreprise? Et ça, c'est selon une norme ISO 14064-1, ou plutôt sur la partie produit. Donc, le produit que vous vendez, et ça, c'est l'empreinte carbone liée au produit qui est sous une autre norme, c'est l'ISO 14067. Donc ça, c'est déjà un premier choix à opérer. On va dire que c'est un peu en fonction de vos besoins et des demandes que vous avez pu avoir de la part de vos clients. L'étape numéro 2, une fois qu'on a un petit peu ce premier bilan de savoir quelles sont vos émissions, et des émissions qui sont complètes, c'est comment éviter et surtout réduire ces émissions. Donc déjà, via l'identification et l'évaluation de mesures d'efficacité énergétique, la mise en œuvre d'une autre forme d'approvisionnement via les énergies renouvelables, quoique sur les énergies renouvelables, on pourrait aussi le passer sur la partie compensation, ou encore de la production d'énergie renouvelable sur son site propre, ou encore par exemple tout ce qui est concept des mobilités. Parce que je vous fais juste un petit rappel, c'est vrai que tout à l'heure avec Guillaume, on a quand même vu que la partie transport, c'était 128 millions de tonnes équivalent CO2. L'objectif, c'est de le ramener à 5 d'ici 2050. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans la partie bilan carbone, il y a vraiment tout qui est inclus. À savoir, par exemple, la partie déplacement de domicile-travail est inclus dans le bilan de votre entreprise. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi avoir un impact par rapport aux mobilités. Les mobilités, c'est important. Une fois que vous avez fait tout pour éviter et réduire vos émissions, et que pourtant vous n'êtes pas neutre au niveau du carbone, il vous reste cette étape numéro 3 qui va être la compensation. Donc c'est de sélectionner des projets par rapport à des porteurs de projets qui vont vous permettre de compenser les émissions que vous avez de CO2 que vous avez toujours. Et enfin, la 4e étape, on ne va pas parler de certification parce qu'il n'existe pas au jour d'aujourd'hui des certifications en tant que telles, mais vous avez des labels. Ça, on le verra aussi tout au long du séminaire, du webinaire, des labels en tant qu'entreprise bas carbone ou entreprise neutre en carbone. Donc là, on va regarder un petit peu plus loin, Lydia, si tu peux continuer à passer les slides. Donc, bilan carbone, et là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, vous avez 2 possibilités par rapport au bilan carbone. C'est de faire le bilan carbone de votre entreprise, y compris tous vos sites, quand vous êtes sur des acteurs multisites, il y a la méthodologie pour. Et donc là, ça vous donnera un résultat qui sera au niveau de l'entreprise et qui correspond à cette norme ISO 14064-1. Ou alors, si vous avez besoin plus d'une identification sur votre produit, quelles sont les émissions produites pour réaliser votre produit, de A à Z, on part très en amont, pour aller très en aval, jusqu'à la fin du cycle de vie, où là, c'est sur le produit, et on est selon la norme ISO 14067. Donc ça, c'est déjà la première question à se poser, c'est est-ce qu'on le fait sur l'entreprise ou est-ce qu'on le fait sur le produit? Lydia, on peut partir sur la prochaine slide. Et là, du coup, je repasse la parole à mon collègue Guillaume pour la suite. Peut-être encore sur la partie bilan organisationnel ou bilan produit.
même si certains ont un objectif de bilan produit, on considère que c'est quand même plus simple de partir au niveau de l'organisation, de faire déjà un bilan carbone sur l'organisation, et après d'en déduire un bilan produit. On a toutes les données qui sont disponibles dans le bilan organisation, et on peut beaucoup plus facilement, je dirais, en décliner un bilan sur un produit spécifique en répartissant, par exemple, les utilisations de l'énergie pour une ligne de production en particulier. Enfin, il y a pas mal de raccourcis qu'on peut faire une fois qu'on a le bilan global de l'organisation. Et c'est ce bilan global de l'organisation que l'on voit ici, notamment sur les 3 périmètres qui ont été définis dans le GHG protocole déjà il y a plusieurs années et qui aujourd'hui sont la base d'un bilan carbone. La méthodologie bilan carbone qui est utilisée en France et pour laquelle on est habilité, impose effectivement le traitement en tout cas recommande fortement la prise en compte des 3 périmètres. Les 3 périmètres étant les suivants. Le périmètre 1 concerne des émissions directes. Donc les émissions directes, ça veut dire l'ensemble des émissions liées à des combustibles spécifiques qui vont émettre directement lors de leur combustion des gaz à effet de serre, que ce soit CO2 ou autre. Et donc on a ici typiquement les chaudières qui vont brûler le gaz naturel, le fioul, enfin, toutes les émissions directes d'un site de production, de consommation donnée, ainsi que par exemple la flotte de véhicules d'entreprise qui va être utilisée dans cet aspect-là, donc avec tout ce qui est essence et diesel qui va aussi impacter sur ce sujet, sur les véhicules de la société. Le deuxième scope, le deuxième périmètre, donc c'est en général la consommation, donc les émissions indirectes, mais liées à la consommation d'énergie, donc à la consommation d'électricité, de vapeur, de chaud et froid, de chaud et de froid qui vont être utilisés par le site en question. Ces 2 premiers périmètres, en général, sont relativement simples à mettre en évidence et souvent des organisations vont se concentrer uniquement sur ces 2 périmètres. On considère que voilà, le fait de se concentrer uniquement sur ces 2 périmètres n'est pas très vertueux. On a très vite fait le tour et on peut éventuellement dire qu'on compense les scopes 1 et 2 et donc de se considérer neutre et d'afficher une neutralité carbone avec une petite étoile qui dit uniquement sur les scopes 1 et 2, ça reste quand même très peu vertueux. C'est pour ça que l'ADEME et l'association bilan carbone en général en France va plus pousser en disant, voilà, on a une méthodologie qui permet d'intégrer le scope 3, d'aller plus loin, de mettre en évidence, alors peut-être au début avec un peu moins de données, un peu moins de précision, mais au fur et à mesure d'affiner la qualité des données qu'on va collecter et d'aller plus loin, que ce soit en amont ou en aval de l'activité. Donc on voit ici effectivement que les émissions directes sont liées à la société déclarante, mais toutes les activités en amont qui vont être de la livraison des matières premières, le transport de ces matières premières, les déplacements domicile-travail dont parlait Aurore avant, sont à considérer. Et donc, aujourd'hui, il y a une méthodologie qui existe pour quantifier les émissions de ce périmètre 3, qui représente en général 70 à 80% des émissions d'une organisation. Donc, le fait de laisser ce périmètre 3 de côté, on a quand même énormément voilà, on manque énormément d'actions qui pourraient avoir un impact global. L'idée, c'est effectivement de traiter le sujet au global et d'avoir vraiment une mise en évidence des émissions de toute l'organisation et avec des domaines dont dépend l'organisation. C'est la dépendance et la responsabilité, c'est les 2 critères qui vont être à étudier pour la détermination du périmètre, de quoi dépend l'entreprise et de quoi est responsable l'entreprise sur ces sujets.
quand on passe au slide suivant, on arrive du coup sur le soutien effectivement qui a été mis en place, et notamment pour les PME. Aujourd'hui, quand on travaille pour des PME sur le bilan carbone, on a la possibilité de demander une aide de l'ADEME qui peut aller jusqu'à 5 000 € pour justement traiter ce bilan carbone. Et la condition justement de cette aide, c'est qu'on intègre aussi ce périmètre 3. Bien évidemment, ce serait trop simple de se concentrer sur le périmètre 1 et 2. L'idée, c'est vraiment, l'ADEME soutient ce bilan carbone dans le cadre du plan de relance. C'est une aide qui est très récente, qui date du 1er février 2021, et qui nous permet, je dirais, de motiver et de stimuler les PME jusqu'à 100 personnes. De mémoire, ce n'est pas affiché ici, mais je le précise à l'oral. Cette aide est réservée aux PME employant jusqu'à 100 personnes et qui veulent effectivement se lancer dans leur parcours bas carbone. On a ici un argument de taille qui nous permet maintenant, depuis ces derniers mois, de faire ces bilans carbone et de montrer du coup le début du parcours bas carbone pour une organisation, pour une entreprise. Il y a d'autres aides qui sont liées je dirais à la labellisation ACT, qui est une organisation au niveau international qui permet d'aller plus loin que le bilan carbone et d'enchaîner encore sur des méthodologies complémentaires, des engagements complémentaires pour les entreprises pour aller plus loin et respecter les objectifs dont on parlait au début de cette présentation. En tout cas, sachez que des aides existent et donc si vous êtes intéressé par pour commencer ce parcours bas carbone, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit pendant ce webinaire ou ultérieurement. Donc, une fois qu'on a fait cette photo à un instant T sur une année donnée, par exemple l'année de référence 2020 ou 2019, alors certains diront que l'année 2020 n'est pas forcément la bonne année de référence. C'est pas forcément vrai. On peut considérer que l'année 2020 dans certains secteurs est une année à basse émission à cause de la crise du Covid. Mais encore une fois, si on a ce niveau bas et qu'on arrive à mettre en évidence ce niveau bas, ça permet d'avoir une référence quand même, et cette référence peut être quand même pertinente à l'arrivée. On n'est pas obligé de remonter jusqu'à 2019 pour ce premier bilan carbone qui serait fait. Dans tous les cas, on a dans cette seconde étape, une fois qu'on a mis en évidence ces émissions, la possibilité, ou en tout cas de mettre un plan d'action qui va permettre ou qui va avoir comme objectif d'éviter et de réduire les émissions, que ce soit dans le périmètre 1 et 2 qu'on voit ici au centre de la diapo, ou alors les émissions indirectes qui sortent de l'organisation, en tout cas qui sont liées plus à des parties en amont ou en aval de l'organisation, mais sur lesquelles on peut avoir un impact. Et c'est bien pour ça que, par exemple, un constructeur automobile va regarder en aval et et en amont aussi sur les matières premières et en aval sur la manière dont il va distribuer son produit. Mais surtout en amont, il va dire à son fournisseur « Merci de me montrer patte blanche sur la partie bilan carbone. Moi, j'ai besoin, vu qu'il intègre ce fameux périmètre 3 et notamment les matières premières, il va aller chercher des matières premières qui vont être moins émettrices. Donc, par exemple, des métaux recyclés, plus en plus de pourcentage en métaux recyclés dans son process, ou d'autres éléments, des transports peut-être sur des distances plus faibles, plus réduites, des fournisseurs plus proches, le circuit court, c'est là qu'on va parler de circuit court aussi à ce niveau-là. Et en aval, on va avoir d'autres sujets comme des émissions liées à la distribution du produit. On va le voir sur les slides suivants, les différentes possibilités qui existent. Et je laisse la parole à Aurore pour détailler. On ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. C'est un certain nombre d'exemples sur cette possibilité, sur ces actions qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ces émissions.
Merci pour la parole, Guillaume. Alors, juste pour vous permettre d'avoir un peu une meilleure vision, hein, c'est vrai que les cases qui sont en vert correspondent au scope 1 et 2. Hein. Ce que vous avez vu, c'est ce sur quoi vous avez vraiment un peu plus d'impact. C'est vous qui pouvez être décideur quand vous voulez, là par exemple sur l'outil technologie, c'est d'avoir des outils de production qui vont être plus efficaces énergétiquement, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Ça va être sur vos mobilités par rapport au carburant, au moteur. Hein. Est-ce que, par exemple, sur des véhicules de fonction, vous avez une flotte plutôt de véhicules électriques? Est-ce que sur, on va dire, des déplacements, vous allez inciter plus vos salariés à prendre transport en commun, utiliser le vélo, venir à pied, éviter, organiser du covoiturage, par exemple, des choses comme ça. Et sur tout ce qui va être, on va dire, plutôt en gris-bleu, on est sur le scope 3, ce qui va être vraiment ce sur lesquels vous avez assez peu de prise hein, en tant que tel, mais ça va être plus joué sur du fret, quel moyen de transport vous allez utiliser, sur derrière les matières premières et les matériaux. Est-ce que, comme disait Guillaume précédemment, vous allez utiliser plutôt des matériaux recyclés et donc ils vont être moins émetteurs puisqu'ils ont une nouvelle vie? C'est d'essayer de voir, hein, comme il disait, de privilégier tout ce qui était circuit court, un approvisionnement au niveau régional. Alors ça a un coût, hein, c'est vrai qu'après il faut faire cette balance entre le coût, si vous le prenez plus proche du produit et ce que vous coûtent vos émissions. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, le bilan carbone est aussi une bonne manière de voir les impacts, puisque aussi sur le bilan carbone, ce qu'on regarde ensuite, c'est faire des hypothèses par rapport à des augmentations de tout ce qui va être matières premières, tout ce qui va être hydrocarbures, et quels impacts sur vos budgets ça aura à terme. Donc par rapport à ça, c'est une liste qui est non exhaustive, hein, sur laquelle on peut intervenir, hein, donc énergie, les intrants, le fret, les déplacements, l'utilisation, et aussi ce qui est important d'avoir en tête, c'est la fin de vie. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on stocke? Est-ce qu'on recycle? Est-ce qu'on incinère? Voilà, ça aussi, ça a un impact sur votre bilan carbone et il faut l'avoir en tête. Donc Lydia, je te propose qu'on passe à la slide suivante. Et la slide suivante, c'est un petit peu les approches par rapport à des meilleures pratiques hein, sur le terrain. D'un point de vue énergie, puisqu'on est consultant en énergie, on va dire que tout ce qui va être production d'énergie renouvelable va vous permettre un petit peu de réduire, ou plutôt de compenser ces émissions. Hein. Donc, pas en achetant des garanties d'origine. Hein, les garanties d'origine, l'ADEME, elle n'en est pas très fan. Et par rapport au bilan carbone, c'est quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, des choses qui rentrent beaucoup plus en ligne de compte, ça va d'avoir votre propre centrale de panneaux photovoltaïques. C'est votre autoproduction. Ça va être de mettre en place des PPA, les Power Purchase Agreements, enfin des Green PPA. Même si c'est vrai qu'en Europe, quand on parle PPA, on l'associe tout de suite aux énergies renouvelables. Ou encore hein, sur de l'ISO, ISO 50001, mettre en place des systèmes de management de l'énergie pour être plus efficace énergétiquement. Ça, c'est aussi des approches très, très, très pratiques. Par exemple, en optimisant, quand vous changez un matériel, une machine, eh ben, c'est d'aller sur des machines qui vont être plus efficaces énergétiquement. Ça va être pareil, que ce soit sur l'électricité ou sur le gaz naturel. Ça va être aussi, par exemple, pour tout ce qui va être déplacement, essayer de faire des stages d'éco-conduite pour vos employés, pour justement essayer de réduire tout ce qui va être émission de gaz à effet de serre. Donc par rapport à ça, on est vraiment sur des thématiques qui permettent d'essayer de réduire vos émissions de CO2. Et donc là, par rapport à ça, on va arriver sur le petit moment interactif du webinaire, où là, Lydia, via le chat, c'est pas le chat, pardon, c'est questions-réponses, ce fameux questions-réponses dont on vous parle depuis tout à l'heure et où certains ont déjà pu publier. Lydia va vous envoyer le lien. Il suffit que vous cliquiez sur ce lien, hein, c'est un petit sondage Google Form, il y a une question, on vous laisse une ou deux minutes pour que vous puissiez y répondre. Comme ça, vous avez le temps, même si vous verrez, c'est quand même très rapide.
Et comme le disait Lydia tout à l'heure, on va traiter les résultats à la fin du webinaire pour qu'on puisse un peu voir où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre parcours bas carbone. Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez commencé à le mettre en place? Est-ce que vous êtes carrément arrivé au bout du processus, à savoir l'étape numéro 4, et que vous êtes même labellisé entreprise bas carbone? Donc, on attend vos réponses avec impatience. Pendant ce temps, peut-être quelques mots sur la partie garantie d'origine, hein, qui est un sujet qui ressort énormément ces derniers mois, ces dernières années. L'ADEME devrait sortir d'ici septembre, octobre, je dirais une communication et même peut-être un label énergie verte qui permettra d'encadrer un peu l'ensemble de ces éléments. Aujourd'hui, on a des garanties d'origine qui sont accessibles sur le marché français et donc qui permettent de verdir son électricité pour environ 1 € du mégawattheure. Mais c'est des garanties d'origine qui viennent la plupart du temps de centrales hydrauliques basées en Scandinavie, qui sont déjà amorties depuis longtemps, qui n'ont rien à voir, où il n'y a aucune liaison vraiment et aucune vertu en termes d'investissement dans des énergies renouvelables. Donc la garantie d'origine aujourd'hui, vue de l'ADEME et en général, a une vertu limitée et ne va pas inciter ou ne va pas stimuler des investissements dans des nouvelles installations. Et c'est là que les PPA vont avoir un tout autre rôle à jouer. Au départ, les PPA, on devait avoir des volumes énormes, hein. La SNCF était un des premiers acteurs à gérer, à signer un contrat sur ce sujet, mais on voit que les volumes nécessaires sont en train de baisser et que ces produits et ces installations et ces investissements vont apparaître de plus en plus. Bon, on parle d'engagement sur 10, 15, 20, 25 ans, donc tous les acteurs ne sont pas prêts à s'engager sur ces durées, mais c'est un sujet qui revient de plus en plus. Voilà, je vous propose d'enchaîner sur les slides suivants, maintenant que le questionnaire a dû être complété par les participants. Une fois qu'on a, je dirais, fait le tour des actions pour réduire et éviter ces émissions, on a la possibilité d'aller dans un autre niveau sur de la compensation. Donc de dire, bon, j'ai fait le tour, je ne peux plus réduire plus, j'ai tout entrepris, j'ai fait les investissements nécessaires et je ne vois plus comment réduire encore mes émissions. On a cette possibilité de compenser. Alors avant même de compenser, vraiment, on encourage à aller au bout du bout, parce que sur la partie émissions et réduction, ça va être des investissements qui vont rester dans l'organisation, qui vont avoir une certaine durée d'amortissement, certainement, si on met un coût en face et un coût évité. Avant de se lancer de la compensation, on a eu certains échos d'acteurs qui s'étaient très rapidement lancés sur la compensation. On considère que voilà, vaut mieux prendre le temps d'aller au bout des réductions, et quitte à passer plusieurs années sur cette partie réduction, avant de se lancer dans une compensation qui, elle, finalement, est toujours accessible. C'est-à-dire que si on a un objectif 2025 ou 2030 de neutralité, on aura toujours la possibilité à terme d'enchaîner sur cette compensation. On considère que dans les premières années, et on va faire un bilan carbone éventuellement, quand on se lance dans le parcours, on le fait tous les ans, hein, le bilan carbone. L'idée, c'est d'avoir une continuité et de ne pas forcément avoir qu'une photo à un instant T, mais d'avoir la possibilité de suivre l'évolution et d'avoir des indicateurs de suivi sur cette partie-là. On peut le faire tous les ans, on peut le faire tous les 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation sur les labellisations qui vont parler de rythme nécessaire. En tout cas, cette compensation va permettre clairement d'acheter, entre guillemets, des certificats en tonnes équivalent CO2 et donc d'avoir un prix en euros par la tonne équivalent CO2 ou en euros du mégawattheure d'énergie consommée, on parlait avant, qui est le cas de l'électricité.
ou du gaz, mais en tout cas d'avoir une compensation des émissions, que ce soit sur le scope 1 et 2, mais aussi sur le scope 3. On a effectivement différents projets qui existent, que ce soit des projets portés par des organismes français, que ce soit des projets portés à l'étranger. L'objectif étant, tu peux mettre le slide suivant, Lydia, l'objectif étant d'avoir un équilibre entre les émissions qui nous restent, en gros, hein, qu'on considère ne plus être, qu'on ne peut plus réduire, et des projets de protection du climat. Ça va être vraiment des puits carbone, hein, donc sur la partie captage de CO2, que ce soit de manière naturelle ou technologique, et d'avoir effectivement une tonne d'équivalent CO2 qu'on va pouvoir acheter à différents prix. Alors aujourd'hui, le marché du certificat sur la partie obligatoire, je ne parle pas sur la partie volontaire, mais sur la partie obligatoire, le marché des CO2 est aux environs de 50 € de la tonne. On peut trouver des projets qui vont plutôt tourner à 20-25 € de la tonne, et qui vont permettre d'aller, par exemple, ça paraît un petit peu, comment dire, idéologique, hein, mais d'aller planter des forêts dans certaines régions du monde pour compenser ce qu'on va émettre à notre niveau, ou d'avoir, ça peut aussi être des projets directement en France. Selon le prix, on peut avoir plus ou moins intérêt et plus ou moins de vertu à se lancer dans cette compensation. On voit un exemple, hein, sur le slide suivant de projets avec différents standards qui existent déjà, qui sont lancés depuis plusieurs années, qui vont avoir différents impacts et différents contenus. Il y a des listes de projets de compensation aujourd'hui qui existent, avec des acteurs aussi publiés par l'ADEME notamment, mais aussi dans d'autres pays. Donc, on a cette possibilité d'ailleurs de comparer notamment les projets de compensation qui sont communiqués sur la France et d'autres projets de compensation qui sont communiqués sur l'Allemagne. L'Allemagne a aussi pas mal de projets de compensation qui sont intéressants et qui aujourd'hui pourraient très bien être souscrits aussi par un consommateur français. Il n'y a aucune frontière à ce niveau-là. Et surtout pas au niveau des émissions de CO2, on le sait bien. Sur le slide suivant, on voit d'autres standards et différents acteurs de la compensation. On va avoir notamment le développeur et le porteur du projet qui va justement vendre ses certificats dans le cadre de ces opérations de compensation carbone, qui va être audité pour avoir un label, hein, au niveau de la compensation, et pouvoir vendre en euros de la tonne équivalent CO2 des certificats liés à cette compensation. Dans le cadre du bilan carbone, on peut avoir cette comparaison qui est faite et qui permet d'avoir effectivement cette compensation pour atteindre la neutralité. Alors, je te redonne la parole sur cette dernière partie, et puis on pourra passer aux questions-réponses. Il y a quelques questions là, qui sont posées, donc pas de souci, on y répondra ensuite. Donc, quatrième étape, hein, c'est la labellisation. Actuellement, il n'y a pas de certification en tant que telle, et c'est peut-être là que le bât blesse, hein. C'est vrai que, par exemple, on a le label bas carbone, hein, qui est un label institutionnel qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et des Solidarités. En UK, vous avez aussi le Woodland Carbon Code. Vous avez des labels privés, hein, comme Guillaume a pu en parler sur des projets de compensation là, avec Goldman Standard ou encore Vera. L'objectif aussi d'avoir des labels, c'est d'essayer d'avoir un maximum de transparence. Par exemple, avec le label bas carbone, c'est de vraiment montrer cet équilibre entre les émissions et les compensations. Parce qu'il y avait une question là dans le chat. La neutralité carbone, la notion, elle n'est pas obsolète, hein. C'est sûr qu'à un moment donné, des entreprises auront et continueront d'avoir des émissions. L'objectif, c'est d'éviter de réduire ces émissions. Et pour ce qui va être, résiduel, hein, les émissions résiduelles, ça va être de compenser via des projets de compensation. Et en tout cas, par rapport à ces labels-là, il faut continuellement les améliorer.
Et c'est vrai que ce soit le label bas carbone ou le climat neutre, climatiquement neutre, le label dit écolabel plus européen, c'est aussi, à un moment donné, de passer plutôt vers de la certification, ce qui permettra d'éviter les boîtes noires ou toutes les critiques qu'on peut entendre sur la compensation, avec tout ce côté, oui, planter des arbres ailleurs, c'est bien, mais pour autant, ça ne change rien ici. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu le manque aujourd'hui, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que là, aujourd'hui, on a des labels qui existent, et à terme, ce sera d'aller vers une certification. Pardon, je crois que mon micro s'est coupé par accident, les aléas du direct. Et donc je disais de ne pas rester que sur de la labellisation, qui sont des preuves aujourd'hui pour vos clients. Le label bas carbone, il est reconnu par le ministère de la Transition écologique, mais d'aller à terme plutôt vers de la certification et que ce soit plus réglementé pour éviter justement certains biais qui peuvent exister aujourd'hui. Nia, si on va sur la slide suivante. Juste pour refaire une petite conclusion avant qu'on repasse aux questions, que vous ayez bien en tête un peu ces points d'étape. Première étape, le bilan carbone, connaître où est-ce qu'on en est à un instant T. Aller vers cette étape 2, parce que le bilan carbone vous permet d'identifier des pistes en fait, qui vous permettront de limiter vos émissions. Et pour ce que vous n'aurez pas pu éviter ou réduire, eh bien, il vous reste la partie qui va être compensation par rapport à tout ce qui va être, résiduel. Et enfin, quand vous avez suivi tout ce cycle, vous pouvez demander cette labellisation, en tout cas pour l'instant, c'est une labellisation, le label bas carbone auprès du ministère de la Transition écologique, pour justement avoir cette preuve auprès de vos clients, auprès de vos donneurs d'ordre, quand vous êtes prestataire ou sous-traitant, qui vous permettent de pouvoir justement justifier que vous faites des efforts, et eux, du coup, peuvent également dire qu'ils ont des fournisseurs qui sont plus vertueux. Alors du coup, là, on arrive au bout de la présentation. Je te propose, Lydia, que tu nous montres peut-être les résultats du sondage et que tu nous dises un peu où ça en est. Et puis après, on va répondre aux quelques questions qui sont passées sur le chat. Oui, alors un tout petit instant. En attendant, je rebondis sur Je vais le mettre en ligne. La neutralité carbone. Effectivement, moi, c'est un terme qui me plaît pas non plus. Je vois les réactions un peu sur les questions-réponses. C'est un terme, on a nos collègues allemands qui l'utilisent énormément, qui parlent de neutralité carbone. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu renommé notre webinaire Parcours bas carbone, et non pas en route vers la neutralité carbone ou je ne sais quoi. On a pas mal débattu sur le sujet. Après, ça dépend un peu de chaque organisation et de la manière dont chaque organisation voit la chose et comment ils souhaitent communiquer sur le sujet. J'ai tendance aussi à éviter le terme de neutralité carbone, ou en tout cas de l'utiliser de manière très, très prudente, et plutôt de partir de parler de bas carbone. Après les réductions, une fois qu'on a fait toutes les réductions, il faut quand même se poser la question, comment est-ce qu'on continue et comment, effectivement, malheureusement, à terme, sur le 2050, l'objectif, c'est effectivement d'avoir une compensation qui va compenser et annuler les dernières émissions qui existent. Si on arrive déjà à les réduire, ce serait déjà effectivement une étape très, 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 très importante. L'étape de compensation, on peut discuter. Voilà. Si déjà on a passé la première étape de réduction et que tout le monde a joué le jeu et a fait ce qu'il faut sur cette partie réduction, et notamment les politiques, je pense que sur la partie transport notamment, il y a énormément de choses à faire en termes de stimulation sur les transports et au niveau politique. Après, voilà, on a les termes à utiliser, et cette fameuse neutralité carbone peut effectivement être rediscutée. Lydia, tu as les résultats? Voir les résultats, Lydia, oui, je les transfère. J'attendais juste que tu aies fini. Voilà, vous avez peut-être un petit peu vu que je passe d'un écran à l'autre et que ça peut se voir. Donc tout le monde n'a pas
Tout le monde n'a pas encore répondu à ce sondage. Alors, c'est pas très grave. On voit que 2 personnes n'ont pas encore commencé à faire un bilan carbone, hein. C'était donc les questions. On voit qu'une entreprise a déjà finalisé son bilan carbone et qu'une autre, une autre est en train de réduire ses émissions. Voilà. Je suis passée rapidement là-dessus. Pas très représentatif au global sur les participants, mais sur la quinzaine de participants. Déjà voilà. Tout à fait. On enchaîne du coup sur les autres questions qu'il y a pu y avoir. Je reprends les questions. Donc la partie transmission des slides, bien évidemment, vous aurez les slides. Lydia, je t'avais demandé, mais il me semble que ces webinaires sont enregistrés automatiquement, donc on aura aussi la possibilité de poster ou d'envoyer aux participants le lien vers il me semble que c'est sur YouTube que ça sera posté, donc tout le monde pourra avoir le lien YouTube pour revisualiser. Pour ceux qui ont raté le début notamment, c'est ce que j'ai cru comprendre sur un commentaire. Les questions suivantes. Comment réduire ces émissions de fin de vie si le bilan carbone prend en compte les émissions dues au retraitement des déchets? Alors, il y a deux... Je pense avoir compris la question et je vais répondre dans ce sens-là. Dans la méthodologie, on a bien une séparation entre les déchets liés à la production d'un produit, donc en gros vraiment les déchets qui sont spécifiques au site de production, et le produit en lui-même et son traitement lors de la fin de vie du produit, donc suite à son utilisation. On va avoir une partie déchets sur le site de production, et une deuxième partie qui est liée à l'utilisation du produit en lui-même, typiquement, je dirais, la consommation d'énergie d'un produit qui va fonctionner à l'électricité ou qui va fonctionner avec des piles. Les piles, effectivement, vont avoir un impact carbone énorme sur la partie utilisation. Et sur la partie fin de vie aussi, parce qu'il va falloir effectivement traiter le déchet pile à l'arrivée. Donc il y a bien, si j'ai bien compris la question, il y a une différence entre les déchets qui sont à traiter dans le cadre de la production du produit, et donc pour arriver au produit final et à donc le transfert vers le client final. Et donc la deuxième partie qui est l'utilisation du produit pendant sa durée de vie, ainsi que le traitement des déchets liés au produit lorsqu'il va on va devoir le jeter ou l'amener en déchetterie, etc. J'espère avoir répondu à cette question. Oui, je n'ai pas de réaction pour l'instant. On va observer ça dans les prochaines minutes encore. Et l'autre question, ne vaut-il pas mieux rentabiliser les installations déjà existantes et assez peu émettrices plutôt que d'investir dans des énergies vertes à la mode, mais qui sont peu fiables et plus émettrices de CO2 que certaines installations plus anciennes? Là aussi, encore une fois, on sait que notamment l'utilisation, ou même la production, l'utilisation et le traitement en fin de vie d'une installation d'énergie renouvelable, que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien, ça a aussi un poids, hein. On a aujourd'hui des bilans carbone sur du photovoltaïque, des bilans carbone sur des installations de photovoltaïque et des bilans carbone sur des éoliennes, qui peuvent être parfois effectivement inquiétantes quand on l'intègre dans la chaîne de valeur. Donc, à considérer, et je dirais que ça dépend un petit peu de chaque organisation, de voir effectivement où est-ce qu'on met le curseur, qu'est-ce qu'on intègre dans les réductions, qu'est-ce qu'on intègre dans les compensations, et qu'est-ce qui peut être en phase avec ces valeurs propres au terme dans le cadre d'une organisation spécifique. C'est effectivement des calculs qui est le module économique et qui est très intéressant pour projeter le risque et projeter la partie aussi économique, notamment dans le cadre de la mise en place d'une taxe carbone qui, à mon avis, sera inévitable ces prochaines années,
En Allemagne, elle a démarré en début d'année. Elle est assez impactante, hein, avec des niveaux à terme de 50 à 65 euros de la tonne, donc qui impacte, qui impacte directement les consommateurs finaux. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Il est 11h00, on est plutôt pas mal au niveau du timing. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments à nous communiquer. Vous avez ici nos emails. La plupart d'entre vous, vous avez déjà nos contacts aussi sur d'autres sujets. Donc, à votre disponibilité pour approfondir le sujet spécifique à votre organisation. On n'a pas trop parlé d'agriculture, mais je sais qu'on a certains exploitants agricoles qui se sont connectés aujourd'hui, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des points spécifiques à votre secteur et on sera ravis de répondre à vos questions dans les prochains jours. On vous transmettra dans la journée ou demain un questionnaire de satisfaction. Ce serait très bien d'avoir vos réponses, de savoir effectivement sur les prochains webinaires qu'on organise, d'avoir votre retour et de savoir comment on peut améliorer ce style de webinaire. On espère pouvoir faire des réunions physiques très prochainement. Malheureusement, pour l'instant, on doit encore passer par ce type de technologie qui fonctionne bien, mais bon, à un moment, ça serait bien de pouvoir vous rencontrer physiquement de nouveau. Ça sera quand même bien plus agréable. Merci à tous et Merci beaucoup, bonne journée à tous.